Les ailerons de Stas vibraient sous mes gants comme des tendons vivants, et je sentais la cabine céder par à-coups à mes corrections gravitiques. L'instabilité du champ rendait chaque ajustement périlleux, comme si l'univers lui-même hésitait entre plusieurs versions de ses lois. J'avais reçu confirmation que tout était fonctionnel, mais rien ne remplaçait l'épreuve des doigts, le contact direct, la certitude intime que la machine obéirait. Le front offensif vectoriel se déployait devant moi tel un gouffre d'équations brisées, une cicatrice de lumière tordue où s'affrontaient sans relâche des armes trop abstraites pour qu'on en saisisse toute la portée. Je respirais lentement, cherchant ce fragile équilibre entre l'appréhension et la concentration. Mon rôle n'était pas de tuer, du moins pas directement, je devais maintenir cohérentes les structures conceptuelles qui permettaient au harpon magnétique de se stabiliser dans la réalité locale. Mais chaque manœuvre me rapprochait aussi des lignes de feu, et nul ingénieur n'échappait totalement aux répliques moniques qui fracturaient le ciel. La silhouette du commandant Vera apparaissait par intermittence sur mon canal visuel, modulée par le retard fluctuant de la transmission. Sa voix demeurait implacable, ses ordres précis, mais je décelais derrière la carapace de discipline l'ombre d'une inquiétude qu'elle ne m'avouerait jamais. En plongeant plus avant dans la brèche, j'eus l'impression que le cockpit lui-même se reconfigurait autour de moi. Les hublots s'élargissaient, les écrans se sinuaient en coulées translucides. C'était le signe certain que la percée monique s'était rouverte à proximité. Je connaissais les consignes, verrouiller les systèmes, ignorer les illusions, poursuivre la mission. Mais une part de moi guettait déjà ce qui allait surgir, car je savais ce phénomène capable de déchirer des pans entiers d'existence et d'y extraire mes propres échos. Tout commença par une vibration dans mon sternum, comme un battement qui n'était pas le mien. Puis, dans le reflet polarisé du hublot, je vis bouger une silhouette qui me copiait avec une fraction de retard. Mes mains ralentirent au-dessus des commandes. L'ombre persista, plus nette, puis une seconde, et une troisième. Bientôt, j'étais environné d'une poignée de moi-même, chacun portant un fragment de décision différente inscrite dans ses pupilles. L'un fronçait les sourcils avec colère, l'autre lissait calmement les gants, un autre encore me fixait avec une lassitude qui me donna froid. « Pierre, concentrez-vous » ordonna Vera. Sa voix me parvint affectée par un écho étrange, comme si elle avait conscience de mes doubles mais refusait de les admettre. L'un d'eux, celui qui paraissait le plus dur, s'approcha de moi à travers ce que je croyais être la verrière. Il n'y avait plus de distinction nette entre dedans et dehors. « Tu sais déjà, » murmura-t-il, « que prolonger cette guerre ne fera que répandre le tissu déchiré encore plus loin. Chaque arme conceptuelle nie une constante, chaque victoire est une mutilation. » Je serrai les dents. Était-ce ma propre conscience qui mettait en doute la mission, ou une intrusion de ces entités venues d'ailleurs qui exploitent nos reflets? Je refermai brutalement le harnais sur ma poitrine, comme pour rappeler à mon corps sa frontière. Le champ vibra de nouveau, un grondement sourd avala le silence. Une torpille axionique venait d'être relâchée au loin. Ces ondes employaient non pas le temps ni l'espace mais l'orientation même des équations. Le résultat fut visible immédiatement, l'horizon se cabra, les constellations se courbèrent comme des algues dans un courant, et les brèches autour de moi se multiplièrent. Mes doubles hurlèrent en silence, certains se dissolvant en lambeaux photonisés, d'autres s'extrayant encore plus réels que le mien. Transmission confirmée, déclara Vera. Impact conceptuel réussi. Pierre, corrigez la dérive du vecteur latéral. Ses ordres demeuraient froids, mais je sentais la crispation. Elle savait que chaque déploiement d'une torpille fragilisait notre propre cohérence. Je déplaçai les leviers, mais un autre moi s'interposa, surgissant de la cloison comme d'une membrane molle. Ses yeux me fixaient avec un mélange de pitié et de détermination. Il plaqua sa main sur la mienne. Le contact fut glacial, et pourtant réel. Si tu continues, nous finirons par devenir les armes elles-mêmes. Aucun retour possible. Je forçai, repoussai l'image, verrouillai ma trajectoire. Mais une chaleur me remonta dans le crâne, je perdis un instant le fil. La cabine se morcela en géométrie contradictoire et je me retrouvai flottant dans un espace sans limite. Au loin, le front offensif vectoriel se dessinait comme une chaîne d'îles suspendues, chacune entourée de lueurs anormales et de battements qui ressemblaient à des cœurs titanesques. Je levai le menton en fixant l'écran vacillant qui retransmettait l'image de l'anomalie. Elle ne ressemblait à rien de ce que j'avais étudié dans mes manuels techniques ni aux modélisations de la base, une volute asymétrique, s'ouvrant par à-coups et se refermant sur elle-même comme si la géométrie des lieux était agonie et naissance mêlée. L'ordre du commandant Vera résonnait encore dans mes tympans internes, déclencher le harpon magnétique, verrouiller la cible et laisser se charger le vecteur gravitationnel. Mes paumes, moites sous les gants,
glissèrent le long du levier d'activation. J'avalai un souffle âpre et je basculai la commande. Un craquement invisible fendit la trame autour de moi. L'air de pilotage, si tant est qu'on puisse l'appeler, air, sembla se recondenser en couches successives. L'anomalie, au lieu de fuir, se plaça d'elle-même dans le collimateur projeté par mes optiques tactiques. Des faisceaux de fluide magnétique jaillirent de l'arme, se frayant un passage hors de la coque pour atteindre l'horizon frémissant. J'eus la sensation d'être la proie, pas le prédateur. La lance invisible pénétra l'espace altéré et, aussitôt, je sentis tout mon corps aspirer vers l'avant. Pas seulement tiré physiquement, une partie de mes pensées se tendit avec les câbles du harpon, s'arrachant à mon crâne pour frissonner dans le vide. Je crus m'effondrer, mais les attaches dans mon harnais me maintinrent ancré dans la cabine qui gémissait comme un animal blessé. L'anomalie ne se disloqua pas sous l'impact, elle se mit à chanter. Un chant d'harmonique stridente, modulé en quart de ton, qui résonna dans mes os et fit vibrer mes molaires. « Pierre, garde la ligne », lâcha Vera par le canal noyé d'interférences. Je ne répondis pas. Quelque chose me happait, me grignotait. On aurait dit la main glacée d'un double fantôme, mais c'était mon propre reflet qui avançait dans le spectre ouvert devant moi. Un Pierre, plus âgé, avec une barbe grise naissante et des yeux injectés de peur mal contenue. Il agitait les mains, comme pour me prévenir. Je voulus crier, demander quelle folie se jouait à travers la trame magnétique, mais ma gorge se bloqua. La résonance croissait. Derrière l'anomalie, un second horizon se fractura en arête mobile. J'y distinguai un groupe de silhouettes fines, trop hautes, articulées de façon contraire à tout schéma terrestre. Elles étaient alignées dans le vide, comme des soldats d'un autre front, fixant mon vaisseau. Les entités vectorielles soufflaient quelque chose au fond de moi, une mémoire étrangère qui n'était pas la mienne. Mon double ouvrit la bouche. Les sons n'avaient pas de correspondance terrestre, ce n'était ni mot ni cri. Pourtant je compris, romps la ligne. Un ordre, une supplique, un avertissement. Si j'obéissais, je rejetterais la mission confiée par Vera et saboterais le harpon. Mais si je maintenais le flux, peut-être transpercerais-je l'anomalie, et au prix de tout, révélerais son cœur. Je penchai la commande vers l'intensification. Dans le fracas, le harpon se mit à pulser de plus en plus vite, comme s'il était le cœur d'une créature qui allait exploser. Mes doigts tremblaient. Je me sentis divisé, une moitié de moi criait qu'il fallait couper, l'autre hurlait qu'il fallait foncer. Alors je vis une troisième image, une cabine identique à la mienne, et un autre Pierre, plus jeune cette fois, qui leva calmement son arme de poing et tira dans la console de son harpon, l'éteignant avant que l'explosion ne survienne. L'écran s'éteignit pour lui. Pour moi, il flamboya. Mon crâne se dédoubla, mon cœur éclata en deux rythmes distincts. J'avais désormais conscience que mes doubles n'étaient pas simples illusions, c'étaient des fragments de choix, réels dans d'autres lignes du front. Je décidai trop tard. Une onde tellurique traversa la cabine, brisant les fixations de surface. Les parois se dilatèrent, puis se contractèrent comme des poumons secs. Je fus rejeté en arrière. La vision des entités vectorielles s'approcha, et chacune plongea un organe lumineux vers l'axe du harpon. Elles s'y connectèrent, comme si elles avaient attendu ce moment. L'anomalie se stabilisa brusquement et devint une fenêtre nette, un miroir inversé du front offensif. Là-bas, les flammes et les lignes de bataille paraissaient géométriquement ordonnées, presque apaisées, comme si la guerre n'était qu'un jeu orchestré. Pierre. Raccroche tout de suite. L'arme connecte dans la mauvaise direction. Rugit Vera. Je changeai la modulation. La créature restait collée à mon plastron, comme si ma chair n'était qu'un point d'ancrage arraché à son monde. Je la sentais vibrer contre mes os, ses filaments translucides cherchant à épouser la pulsation de mon cœur pour résonner avec lui. J'avais tenté de l'arracher, d'inverser la polarité de ma combinaison, mais chaque mouvement ne faisait que renforcer son emprise. Alors, j'ai cessé de résister un instant, et dans ce relâchement j'ai perçu son intention, elle ne cherchait pas à me tuer. Elle cherchait à entrer. Je respirai profondément, le casque oppressant et la buée collée aux parois de mon champ de vision. Devant moi, le vide fragmenté du front offensif vectoriel se tortillait comme une mer brisée, des morceaux d'horizon pivotant dans toutes les directions. Le cri lointain d'une torpille axionique résonna en vibrations sourdes, et tout l'espace environnant se contracta dans un tremblement sec, comme si une main invisible venait de tordre le tissu des équations. L'ennemi était là, dissous dans ses anomalies, insaisissable. La créature palpita de nouveau, et une vision traversa mon esprit,
j'aperçus plusieurs silhouettes de moi-même, éparpillées dans des couloirs faits de reflets instables. Certains de mes doubles couraient, armes prêtes, d'autres restaient immobiles, accroupis, contemplant des diagrammes flottants dans l'air. L'un d'eux tournait la tête vers moi et posa un doigt sur ses lèvres, geste silencieux, comme s'il savait ce que j'étais en train de vivre. Un ordre grésilla dans mon communicateur: « Pierre, verrouille ta fréquence. Ces choses se nourrissent de tes ondes corticales, tu les invites si tu ne te protèges pas. » La voix du commandant Vera me tira d'un vertige dangereux. J'appuyai contre la surface gravimétrique de mon harnais et activai une dérivation quantique. La créature se contracta, secouée par le signal, mais ne lâcha pas prise. Au contraire, ses filaments pénétrèrent plus profondément, s'enfouissant dans ma chair comme une pluie de pensées étrangères. Je crus sentir mon bras se scinder en plusieurs trajectoires possibles, chacune tirant dans une direction différente. Pour ne pas sombrer, je forçai ma respiration à retrouver un rythme. Je pris alors l'initiative, au lieu de résister, je tentai de lui parler. Pas par des mots, mais par une intention modelée dans ma conscience, une figure géométrique que j'avais apprise lors des entraînements sur la chambre monique. Un polyèdre mental, instable, qui devait servir d'encre. La créature s'immobilisa. Tout bruit extérieur disparut, et je n'entendis plus que son souffle cristallin dans mon crâne. Puis la vision bascula entièrement, je me trouvais projeté dans un espace inversé. Là, les fragments d'univers n'étaient plus coupés et chaotiques, ils formaient une structure multidimensionnelle, comme des roues entrelacées. Et au centre, une masse d'êtres vectoriels me fixait. Pas des ennemis indistincts, mais une assemblée. Ils pulsaient de couleurs déphasées, leurs contours impossibles à cerner. L'un d'eux prit une forme humaine à peine suggérée, et je reconnus mon propre mouvement d'épaule, mon inclinaison de tête. C'était encore moi, mais un autre moi, formé de leurs échos. Tu tires des armes que tu ne comprends pas, souffla cette double voix dans ma pensée. Tu contractes le réel, tu le perfores, et chaque impact nous détruit, et te divise toi-même. Mon souffle se fit bref. Les armes conceptuelles? Nous savions tous que le harpon magnétique ou la percée monique étaient dangereux, mais les ingénieurs prétendaient que leurs principes restaient stables, contrôlés. Était-ce un mensonge? Ou une ignorance volontaire? Devant moi, mes doubles s'avançaient, leurs visages fendus de cicatrices différentes. Je vis celui qui avait obéi sans broncher au commandant Vera, celui qui avait saboté une torpille pour épargner une enclave, et celui plus sombre, qui avait ouvert le feu sur ses alliés pour survivre. Tous coexistaient, tous me regardaient. Je voulus reculer, mais le sol, s'il en existait un, collait à mes pas. Le cœur vectoriel reprit, chaque voix semblable à la mienne, le front offensif n'est pas un champ de bataille. C'est une matrice de décision. Chaque arme déclenche tes propres bifurcations. Tant que vous insistez à combattre, tu t'éparpilleras. Une secousse me repoussa brutalement en arrière. Je heurtai le blindage de ma combinaison, et je revins au présent. La créature s'était détachée, se dissolvant en poussière de lumière, mais mon corps tremblait toujours. Sur le canal, j'entendis Vera hurler contre le vacarme du bombardement: « Pierre, rapport visuel. » « Est-ce que tu tiens debout ?» Je me redressai, haletant, les rétines encore criblées d'éclats luminescents. Ils n'étaient pas nés de chair ou de matière, ces ennemis vectoriels. Ils provenaient d'un ancien protocole d'exploration mathématique, libéré autrefois par une race disparue. Au lieu de se dissiper dans les registres froids de calcul, l'algorithme s'était enchevêtré avec l'espace réel, engendrant des essaims d'intentions armées. Chaque forme ennemie n'était qu'une extrapolation d'un calcul inachevé, une hypothèse vivante. Ils se disaient que leurs ancêtres avaient voulu cartographier la structure cachée du vide, et qu'à force d'interroger les plis du cosmos, ils avaient ouvert une brèche où naquit cette faction d'équations guerrières. Le conflit, ici au front offensif vectoriel, n'était pas un simple affrontement territorial. C'était une infection conceptuelle, les armées humaines et alliées tentaient de contenir l'expansion de ces entités qui remodelaient les trajectoires, colonisaient les. J'avais encore l'ordre imprimé dans mes tympans, gravé dans mes nerfs comme une brûlure, déclencher la percée monique, ici, maintenant, sur ce front instable, malgré l'interdiction formelle qui résonnait hier encore dans chaque directive. La voix du commandant Vera, transmise depuis le quartier central, s'était faite étrangement pressante, vibrante d'une panique que je ne lui connaissais pas. J'ai hésité, une fraction de seconde seulement, et je savais déjà qu'il n'y aurait pas de retour une fois le levier abaissé. Alors j'ai laissé mes doigts courir sur la console, et la chambre résonna d'un grondement qui n'appartenait pas au métal.
Le front offensif vectoriel se dilata devant moi comme un rideau d'eau confondait de l'intérieur. Le champ s'ouvrit dans une lueur bleu sombre. La percée monique n'était pas une arme au sens où les ingénieurs ordinaires l'entendent. Elle ne détruisait rien de solide, elle trouait les probabilités, et ce qui devrait être improbable devenait soudain réel. Je voyais les lignes du front s'effilocher. Les mailles hexagonales des champs gravitiques vibraient comme des cordes de violoncelle disloquées. L'air, si l'on pouvait nommer ainsi cette substance instable, se mit à onduler en nappe translucide. Mon harnais crissa contre mon buste, agrippé par des forces que je ne contrôlais pas. C'est alors qu'ils apparurent, les premiers reflets, mes doubles. L'un, à ma gauche, avait un uniforme déchiré, le visage plus vieux de quelques années, la barbe grisonnante. Ses yeux contenaient une lassitude que je ne voulais pas reconnaître. Un autre surgit, projeté comme d'un miroir, il souriait, presque euphorique, son arme prête mais son torse percé d'une ombre mouvante, cicatrice d'un choix que je n'avais pas encore fait. Chacun d'eux me regardait comme s'il attendait que je prononce les termes de notre divergence. Je voulus appeler le commandant Vera, vérifier que son ordre persistait, mais le canal se coupa. À la place, des échos vocaux traversèrent le champ monique. Des segments de mes propres paroles jamais dites, ou pas encore dites tournoyaient autour de moi. Il y avait ma voix s'écriant, coupe le flux, mais aussi ma voix suppliant, laisse-la se déployer jusqu'à la fin. Les doubles se chevauchaient dans la lumière oscillante, partageant mon souffle, se disputant mon avenir. Je me souviens de la première fois que j'avais étudié les plans de la percée. Les ingénieurs parlaient de muons comme de simples particules, altérant la cohérence des champs. Mais ils n'avaient jamais vécu la réverbération psychique qu'elle infligeait. Ici, mes pensées devenaient tangibles, mes alternatives me faisaient face. On ne combat pas un ennemi que l'on peut viser, on affronte la logique du hasard lui-même. Un des doubles, celui au visage marqué, plus vieux, avança d'un pas dans la chambre fluctuante. Son harnais se confondait avec le mien, comme s'il avait toujours été attaché à mon corps. Il murmura un avertissement, le front offensif vectoriel ne tiendrait pas si la percée restait ouverte plus d'un cycle. Ses yeux portaient la certitude de quelqu'un qui avait déjà vu le front s'écrouler. Derrière lui, une déchirure s'élargissait, montrant non pas le néant, mais une séquence d'événements impossibles, troupes humaines avançant sur un terrain devenu fluide, silhouettes entités vectorielles se dissolvant comme des calculs effacés. Je sentais mes muscles vibrer, la sueur couler de mes tempes malgré le froid suffocant de l'espace distordu. L'odeur métallique du flux monique emplissait ma bouche, comme si je mordais du cuivre en fusion. Une partie de moi voulait obéir aveuglément au commandant Vera, prouver une fidélité que rien n'ébranlerait. Une autre, celle qui voyait mes doubles s'effondrer, pressentait que chaque seconde volait un PAN de la consistance même de notre réalité. Alors les entités vectorielles s'immiscèrent. Dans l'éclatement dimensionnel, je distinguais leurs silhouettes, grandes nappes translucides, rebuts d'équations mal fermées, qui ondulaient en me suivant. Leur forme n'était ni hostile ni docile, mais à chaque oscillation je percevais la fissure palpiter devant moi, mince comme une cicatrice lumineuse dans le ciel distordu du front offensif vectoriel. À travers elle, un éclat d'yeux familier me dévisageait. Ce n'était pas un ennemi, ni même un reflet incertain, c'était moi, un autre moi, qui ouvrait la bouche comme pour lancer un cri retenu. Le silence entre nous pesait plus lourd que toutes les ondes gravitationnelles brassées par la percée. Je levai la main, hésitant, et son geste me répondit, mais pas à l'identique, il m'avertissait, deux doigts tendus, rappel voilé d'un choix funeste. Je m'élançai de biais, proche des parois éclatées d'une escarpe de matière diffractée. Les champs de stase grelottèrent, arc des turbines résonnant dans mes os. L'air lui-même paraissait limité, comprimé comme si chaque particule avait reçu l'ordre de patienter. Les doubles, ces autres versions de moi qui s'étaient déjà élancées de la brèche, formaient une procession mouvante. L'un brandissait encore son harpon magnétique, la gorge serrée de rage et de refus. Un autre, pâle, penché comme sous une charge invisible, approchait les entités vectorielles avec une humilité religieuse. J'étais pris entre eux, pantin désarticulé, invité à choisir entre deux trajectoires d'existence. La fissure s'ouvrit davantage, m'offrant une perspective impossible, une succession de couloirs où mes propres silhouettes s'avançaient. Certaines portaient les stigmates de blessures qu'aucun combat ne m'avait encore infligées. D'autres exhibaient des cicatrices conceptuelles, creux dans la chair où la réalité semblait s'effriter. Je m'avançais parmi eux, respirant le fer et l'ozone, notant chaque variation de mon pas, chaque inflexion du regard. Je devenais spectateur de possibles empilés, chacun plus désirable ou effrayant que l'autre.
Un de mes doubles vêtus de l'armure fractale des régiments avancés s'approcha à portée de voix, et son timbre traversa ma cage thoracique comme une onde secondaire. « Tu crois que tu as encore le choix ?» dit-il. Moi, j'ai refusé de plier. La guerre est notre seul langage. Si tu hésites, tu effaces tout ce que nous avons déjà enduré. Il portait à la main une torpille axionique miniaturisée, sphère écarlate vibrante entre ses doigts, et il l'agitait devant moi comme une certitude. Je sentis mes muscles se tendre, fascinés et horrifiés. En arrière, une autre de mes incarnations s'était prosternée devant une silhouette translucide, une entité vectorielle aux contours nourris d'ondes courbes. Ce double murmura, nous devons les écouter. Leurs suppliques sont la clé. La percée ne doit pas tout emporter, pas comme ça. Ces mots se perçaient eux-mêmes, chevrotants, mais portés par une gravité plus solennelle que la menace du premier. Entre ces deux forces contradictoires, je n'étais plus sûr de la respiration qui m'appartenait vraiment. J'avançais encore, le cœur battant contre les haubans de mon harnais, et le sol du front vibra, altéré par le flux déchaîné de la percée monique que j'avais intensifiée. La matière proche perdait ses angles, les parois rocheuses se gonflaient en courbes sophistiquées, comme si je traversais l'intérieur d'une machine inconnue dont le dessin m'échappait. Les doubles s'y adaptaient différemment, certains titubaient, d'autres semblaient au contraire se fortifier, comme s'ils avaient anticipé ce bouleversement de géométrie. L'un éclata d'un rire amer en s'épaulant d'un PAN de matière molle. « Regarde, Pierre, ton arme réécrit déjà le terrain. Crois-tu pouvoir encore arrêter ça ?» Je serrai les poings. Mon nom résonnait dans toute leur bouche, mais ce n'était plus vraiment moi qu'ils appelaient, c'était le vecteur de leur conflit, le point unique qui déciderait de la ligne à suivre. Personne, pas même le commandant Vera, n'avait vu à quoi ressemblait ce dédale de reflets. C'était le cercle où se jouait mon avenir, brutal et nu. Une douleur perça mes tempes, pulsation liée au champ gravitationnel qui se chevauchait. Mes yeux saignaient de lumières incohérentes, mais je gardais le regard fixé sur la version de moi qui se montrait la plus calme. Lui marchait droit devant, main vide, visage résolu, comme s'il savait déjà ce que signifiait le sacrifice. Son silence invitait à un autre langage, une logique qui ne se traduisait ni en armes ni en prosternation, mais par une lucidité froide. Je fis un pas vers lui. Aussitôt, les doubles armées hurlèrent, protestant, secouant leurs engins meurtriers. L'air se chargea d'arcs violacés, chaque cri résonnant dans mes os comme dans un tambour de guerre. Les entités se resserrèrent autour de moi, en une spirale mouvante trop parfaite pour n'être que hasard. Mon double s'approcha de moi comme si les murs vibratoires de la chambre monique n'avaient plus aucune emprise sur sa chair instable. Sa voix me traversa de biais, un souffle d'entre-deux réalités, la hiérarchie s'apprêtait à déclencher la torpille axionique. Ce n'était pas un simple ordre militaire, mais une refonte totale, anéantir les temporalités divergentes, effacer tout ce qui avait bifurqué. J'eus l'impression soudaine que chacun de mes battements de cœur devenait un délit contre l'ordre officiel, une divergence de trop. L'univers entier retenait son souffle encore plus fort que lors de la percée, comme si le cosmos lui-même percevait la morsure à venir. Je marquai contre la paroi métallique, les attaches de mon harnais grinçant tandis que j'avalais une bouffée d'air chargée de particules moniques. Ma gorge brûlait. Je regardais mes deux reflets encore actifs, l'un dégainait ses pulsateurs et cherchait à déchirer chaque entité vectorielle qu'il croisait, s'acharnant contre leur corps translucide comme s'il voulait vaincre son propre écho. L'autre restait penché, oreilles tendues, lèvres crispées, comme s'il comprenait leur plainte et qu'il cherchait à la traduire. Entre eux, je percevais une vérité que je ne voulais pas admettre, aucune hiérarchie, aucun protocole ne semblait saisir l'ampleur de la chose. On allait forcer l'espace-temps à revenir à une seule ligne, comme si gommer une carte en relief pouvait effacer les montagnes. La torpille axionique, le nom vibrait avec une densité que même mes implants cognitifs craignaient de décomposer. J'eus la vision brève d'un cylindre massif arraché à l'étoffe même du vide. Pas de ogive, pas de matière brute, uniquement une condensation de symétrie brisée. On disait qu'une seule activation pouvait faire vibrer toute la maille de Planck et rétablir un ordre homogène. Mais quel ordre? Celui que voulait Vera. Celui du quartier central et des forces vectorielles. La guerre totale contre les divergences, au prix de toutes les existences accidentelles comme mes doubles. Peut-être même moi. Pierre, la commande est déjà verrouillée, me chuchota la voix du double pacifié. On te garde en réserve. Tu le sais. Ils ne veulent pas seulement de ton obéissance, mais de ton silence. Je n'eus pas le loisir de répondre. La paroi lumineuse se rétracta et le commandant Vera entra, ombre gravée d'arêtes dures,
son uniforme battu par les vents magnétiques qu'elle seule semblait ignorer. Ses yeux, réflecteurs froids, contenaient déjà la décision. Ingénieur Pierre, vérification immédiate des relais gravitomoniques. La torpille est en phase d'éveil. Nous avons un créneau de 7 minutes avant que les entités déchirent de nouveau la surface du front. Sa voix claqua dans l'air comme une injonction qui ne souffrait ni doute ni délai. Pourtant mon esprit criait. Je savais que chaque pas vers l'activation finale me rapprochait de l'effacement. Non seulement le mien, mais celui de toutes les consciences divergentes nées des fissures. Même les cris muets des entités semblaient me supplier. Je me mis quand même en mouvement. Je posai mes gants surface contre le tableau de flux. Les indicateurs palpitèrent, liés à la percée toujours ouverte en contrebande. Les champs indiquaient déjà un cisaillement irrégulier. J'avais l'impression de maintenir vivante une plaie, une porte battante entre les mondes, et Vera me demandait dans le même geste de préparer le cautère définitif. Les voyants passèrent du bleu saturé au vert instable. Je sentis mes doigts trembler absolument, pas seulement nerveusement. Mon corps vibrait sous l'influence du champ axionique qui commençait à s'amorcer. Le silence extérieur se décomposa en bourdonnement. J'entendis mes doubles, mais leurs voix n'étaient que des échos fêlés, l'un m'encourageait à saboter, l'autre à céder, tous deux persuadés que le verdict se jouerait dans mes manœuvres. Pierre, fit Vera, sèche, tu as les schémas. J'exige une synchronisation optimale. Tu comprends l'enjeu. Je levai mon visage. Je la vis penchée, héroïne de ses propres certitudes. Elle ne percevait pas que les murs de la chambre commençaient à respirer, à se gonfler et se contracter comme une cage thoracique universelle. Le front offensif vectoriel se tordait, envahi par une rumeur de millions de lignes temporelles, chacune excitée de panique. Je murmurai malgré moi, que adviendra-t-il de nous? Vera plissa les yeux. De nous? Il n'y aura plus de « nous », Pierre. Seulement la ligne validée. Sa voix portait la promesse d'un désert. Un craquement titanesque secoua la base. À travers la cloison, Gilles aperçut l'effondrement progressif des parois de réalité, comme si des pans entiers de l'univers se refermaient sur eux-mêmes. Je savais pourquoi je m'étais obstiné à être ici, au cœur de cette fournaise vectorielle où même les illusions perdaient leur cohérence, je ne pouvais accepter que nos existences soient réduites au simple choix d'une équation étrangère. Toute ma vie, je m'étais nourri de l'idée que l'homme pouvait infléchir la trame et ce refus, cette insoumission, était ma seule motivation à rester debout face à la déchirure. À ma ceinture vibrait l'arme confiée par les anciens concepteurs dissidents, forgée dans les strates fossiles de l'hypercontinuum. Elle n'avait pas été conçue pour tuer mais pour percer, pour arracher une trouée dans la matrice des angles et libérer l'impossible. Autour de moi, la résistance s'organisait, silhouette voûtée, êtres d'espèces alliés, tous rejoints dans un pacte désespéré. Leurs voix se tissaient comme une armure fragile, un réseau. Je sentis le froid pénétrant du harnais lorsque la console me désigna comme vecteur de guidage. La torpille axionique vibrait, suspendue dans son berceau de stase, à moitié immatériel, comme si elle testait déjà les tissus de l'espace pour y inscrire sa trajectoire létale. Mon souffle ne m'appartenait plus, chaque inspiration se faisait trop longue, trop lourde, comme si l'air du front refusait de franchir mes poumons. L'ordre tombait clair, net. J'étais l'instrument. Une voix, pourtant, me murmurait encore, si je suivais ce protocole, le monde pourrait s'éteindre avec la régularité clinique d'une équation refermée sur elle-même. Le front offensif vectoriel ondulait autour de moi, libre de toute logique cartésienne. Des pans entiers d'horizon se tordaient, avalés, puis recrachés, comme des images fautives qu'on corrige trop vite. Les doubles surgissaient à nouveau aux lisières de ma vision, l'un portait sur son visage la rage d'un soldat qui voulait éteindre tout écho, l'autre, plus translucide, ouvrait ses mains comme pour implorer que je retienne le geste fatal. Aucun d'eux ne parlait, mais je savais que leur présence était une interpellation. Au poste de commande, le commandant Vera me fixait. Ses yeux aux deux sphères inflexibles semblaient me décortiquer jusqu'au moindre fragment d'hésitation. Pierre, mainteneur de vecteurs, verrouille la cible. La froideur militaire n'admettait pas d'autres issues que l'obéissance. Pourtant, derrière son masque, j'apercevais peut-être où je croyais apercevoir un frisson de crainte. Comme si lui aussi comprenait que cette guerre ne se jouait plus seulement contre nos adversaires matériels, mais contre la trame même du réel. Mes mains refusèrent le contact immédiat avec les plaques sensorielles. J'avais beau avoir passé des cycles entiers à calibrer harpon et percer, cette fois-ci je découvrais une résistance dans ma propre chair, comme si mon corps savait que chaque impulsion compterait plus que 1000 batailles.
Le flux monique encore vibrant depuis mon dernier geste liait ma perception aux entités vectorielles. Elle revint, silhouette filamenteuse, cherchant la faille entre le protocole et ma conscience. L'une traversa ma console, je crus voir son essor se fendre, laissant filtrer l'image d'une galaxie étouffée. Je pouvais serrer les dents et exécuter, déclencher l'équivalence de millions de morts silencieux. Ou je pouvais trahir, saboter le lancement, mentir aux écrans de contrôle. Le mot me frappa intérieurement, plus dur que n'importe quelle détonation, mutinerie. Je sentis que Vera flairait déjà mon trouble. Il se rapprocha, sa silhouette déformée par les torsions du champ. Ingénieur, verrouille maintenant. Sa voix avait la netteté de la lame, mais je devinais qu'elle cherchait à étouffer une panique. Autour, d'autres officiers oscillaient, découpés en fragments successifs par les anomalies du secteur. Chaque mouvement semblait retardé de quelques fractions de seconde, comme si la réalité hésitait sur leur ordre d'apparition. Je posai lentement ma paume sur l'interface. Aussitôt, un flot de symboles jaillit à l'intérieur de ma conscience. La torpille axionique me demandait son vecteur, son avenir, et je devenais son guide, simple relais d'une arme inconcevable. Mes doubles se resserrèrent autour de moi. L'un plaqua sa main contre la mienne, m'incitant à serrer davantage, à plonger et à tuer. L'autre, translucide, répéta le geste inverse, me poussant à relâcher. Je me tenais suspendu entre deux futurs, et le front vibrait au rythme de mon hésitation. Alors je parlais. Ma voix, certes basse, résonna pourtant dans chaque repli du champ instable. Commandant, cette frappe ne sauvera pas notre espèce. Elle scellera notre disparition. Ces armes démaillent les lois elles-mêmes. Comment être sûr que la victoire ne nous efface pas aussi? Vera me jaugea, son visage se contracta. Un souffle d'ombre traversa sa peau. Tu parles comme eux, comme ces spectres. As-tu oublié ton serment au quartier central? Je ne répondis pas immédiatement. Les entités vectorielles se rapprochaient, traçant autour de nous une sorte de halo, comme si elles attendaient le dénouement. Leurs contours vibraient en résonance avec mes pensées. Je compris qu'elles n'étaient pas seulement des témoins, elles s'ancraient dans mes choix, peut-être même qu'elles ne pouvaient exister que si je m'opposais à l'ordre établi. Alors, d'un geste subtil, je détournai l'algorithme de la torpille. À la place d'un vecteur fixé vers la cible désignée, je codai un motif réversible, un entrelacement d'oscillations qui recourbait la trajectoire sur elle-même, comme une lame se retournant contre la main qui l'avait brandie. Je détournai la trajectoire de la torpille axionique, mes doigts crispés sur le manche de commande, lorsque la porte pneumatique de la chambre d'artillerie s'ouvrit brusquement. La lourde silhouette de l'officier en veille surgit, l'ombre de son uniforme éclipsant les lueurs bleutées des consoles. Son regard était fixe, incrédule, comme s'il voyait déjà dans mon geste un verdict de trahison. Je sentis la sueur couler le long de ma nuque tandis que ses lèvres s'entr'ouvraient pour émettre un ordre d'arrêt. Trop tard, le flux de la percée monique amplifiée grinça à travers les couloirs de réalité, et toute la salle sembla s'arc-bouter autour de nous. Un bruit semblable à un éclatement de verre résonna dans mes tempes. La coque de la chambre trembla, non pas sous un choc matériel, mais sous une poussée de loi physique en train de muter. Devant moi, l'écran indiquant la trajectoire vectorielle se mit à saigner des chiffres impossibles, des coordonnées interstitiellement négatives, comme si l'espace voulait se retourner sur lui-même. L'officier jura en avançant vers moi, tendant déjà sa main métallique pour me tirer du poste de commande. Son armure vibrait, parcourue de micro-fissures de lumière verte, signe d'une résonance non autorisée avec la percée. C'est alors qu'ils apparurent, comme une réverbération interne à mes propres organes, mes doubles. Le premier surgit des contorsions d'ombre entre deux wagons de câblage. Il brandissait un canon vectoriel, son visage figé dans une grimace de haine absolue, et toute son intention se tournait contre les entités. L'autre se matérialisa à demi au travers du tableau de bord lui-même, ses yeux emplis d'une compassion étrange. Il relevait les mains en signe d'apaisement envers les transparences qui bruissaient déjà à travers la cloison distordue. Deux trajectoires, deux reflets de moi, et moi coincé entre eux comme une matrice en train de se fissurer. L'officier retint son mouvement, interloqué par leur apparition. Sa visière s'opacifia, son logiciel tentant de définir si ce qu'il observait était un mirage, une attaque ou une fracture psychotrope. Moi, je savais trop bien la nature de ces présences, j'étais divisé hors du temps, chaque pas menant vers une victoire ou un ordre, chaque hésitation ouvrant une faille. La salle tout entière bascula. Le front offensif vectoriel vibra dans mes os, comme si les lignes de champ qui tenaient ensemble cet entrelac de réalité se recalculaient à chaque respiration.
Les entités s'avancèrent par la brèche ouverte, silhouettes translucides, torsades mouvantes, leur voix ressemblant à un choral muet qui s'adressait à l'intuition et non aux oreilles. Leurs intentions palpitaient, appel d'apaisement ou avertissement d'effondrement. Je faillis céder à la panique. Les protocoles martelaient dans ma mémoire, priorité au commandement, respecter les séquences de tir, sanctifier les flux. Mais ces protocoles sonnaient creux devant la sensation viscérale que chaque arme conceptuelle ne faisait que ronger davantage la trame. L'officier s'élança vers moi, fort de ses lois et de ses ordres. Mais mon double bellicule arrêta d'un geste brutal, son canon vectoriel matérialisant une barrière irradiée qui coupa le passage. L'autre double, celui de la compassion, posa sa main translucide sur l'épaule de l'ennemi et murmura directement dans son esprit une alternative de cessation de tir. Je voyais mes deux reflets agir. L'un frappait, l'autre apaisait. Je restais paralysé, incapable de morpher ma décision en acte. Et pourtant, c'était mon choix qui déterminerait l'avenir. Puis, un vacarme intense résonna à travers le front tout entier. La torpille axionique avait achevé d'être détournée, sa propulsion d'onde conceptuelle se désarimait du vecteur le plus proche pour glisser dans un couloir improbable, comme si elle avait choisi un monde qui n'existait pas encore comme cible. Les entités vectorielles se crispèrent à cette lueur. Certaines s'agenouillèrent, ou ce qui passait pour un agenouillement, d'autres se déchirèrent en couches concentriques, surprises d'un espoir inattendu. Le commandant Vera apparut sur les écrans auxiliaires. Son visage austère, découpé par la projection, émit un éclair d'autorité. « Pierre. Ce que tu fais est une rupture de chaîne hiérarchique. Cesse immédiatement et rends compte. » Sa voix résonna au-delà du son, se propageant dans les lois de conservation elles-mêmes, comme une injonction codée dans le tissu causal. Je sentis mon souffle se raccourcir, écrasé entre son ordre, le feu de mes doubles et l'appel irrépressible des entités. Les transparents soufflaient dans mes pensées qu'un pas vers eux rétablirait l'équilibre. Mais l'autre partie de moi voyait l'opportunité tactique si la torpille de résonance atteignait le seuil critique avant l'effondrement du champ, alors l'ennemi tout entier plierait sous sa propre inertie. Le déclencheur vibrait contre ma paume, irradiant une chaleur qui n'était pas physique, mais conceptuelle, comme si le poids de plusieurs mondes s'était condensé dans ce petit levier. Autour de moi, la cabine d'artillerie respirait à l'unisson avec les champs moniques, chaque paroi ondulant comme une membrane sensible. Devant moi, mes deux doubles, opposés et impassibles, attendaient ma décision, l'un crispé, prêt à frapper encore les entités vectorielles comme si leur existence était une offense, l'autre incliné vers elle avec quelque chose qui ressemblait à une prière muette. Les spectres translucides, suspendus dans le champ monique amplifié, s'étaient figés, comme s'ils savaient que le passage de ma main sur ce contact allait décider de leur survie ou de leur effacement. Même le front offensif vectoriel, d'ordinaire si brutal avec ses grincements de turbines, ses secousses gravitationnelles et ses morsures électrostatiques, semblait retenir sa respiration. Je ne savais plus si le cœur qui battait avec fracas résonnait en moi ou en eux. La percée monique hurlait doucement dans mes nerfs, modulant mes impulsions électriques, me chuchotant des souvenirs qui n'étaient pas véritablement les miens. Je revis l'enfance dans un village côtier dont je n'étais pas né, une bataille dans une tranchée où je n'avais jamais rampé, le visage d'une femme que je n'avais pas embrassée. Chaque écho était une offrande ou une menace, preuve que la réalité se tenait prête à se remodeler. Je n'avais plus la certitude d'être Pierre, simple ingénieur soldat, j'étais à la croisée de toutes mes variantes. Le commandant Vera rugit dans l'intercom, sa voix saturée de colère et de peur. Ses ordres claquaient comme les lames froides d'un protocole qui refusait toute interprétation. Activez le déclenchement axionique, Pierre. Achevez l'amplification avant que la fissure vectorielle ne s'étende. C'est un ordre direct. Sa ferveur me transperça, mais je n'étais plus qu'à moitié sensible à son autorité, des couches nouvelles interposaient entre nous l'étoffe des possibles. Mon oncle en veille, silhouette lourde à l'autre bout de la chambre d'artillerie, me fixait. Sa main métallique imprimait un rythme sourd contre la rambarde, entêtant comme un tambour d'exécution. Je lus dans ses yeux une supplique contradictoire, obéir, certes, mais ne pas devenir esclave. Le métal de son bras vibrait en résonance avec le faisceau monique, il tremblait non de peur, mais peut-être d'un consentement impossible à formuler. Le double guerrier fit un pas vers moi, luisant d'une lumière fracturée. Son visage, qui était le mien, se crispa de mépris. Si tu hésites encore, ils détruiront notre lignée entière. Nous devons nous montrer cruels, pour mériter notre survie. Il pointait les entités vectorielles comme s'il s'agissait de larves parasites, et pour un instant je crus voir le front lui-même applaudir ces mots. Le double contemplatif,
Lui, serra son torse d'une main fantomatique, ses yeux brillants d'une reconnaissance d'outre-réalité. Elle ne cherche pas à nous anéantir. Elle demande que tu refuses l'arme, Pierre. Que tu oses briser la chaîne. Elles savent que la torpille axionique ne détruira pas seulement un monde ennemi, mais la structure d'accueil qui nous porte tous. Je restais figé, le déclencheur vibrant, la sueur froide coulant sur ma nuque, chaque pulsation semblant heurter la membrane du multivers. Le champ monique se cabra soudain, comme un cheval lancé au galop. Les entités vectorielles se rétractèrent, puis se déployèrent à nouveau, dessinant une trame qu'aucune logique militaire n'aurait su classifier. Elles évoquaient un filet de lumière se tissant au-dessus d'un gouffre. Je compris sans vraiment le comprendre qu'elle tentait de stabiliser l'effondrement naissant. Vera hurla encore, mais sa voix se déforma, étirée comme une bande magnétique victime d'un champ magnétique. Je perdis son sens exact, ne retenant que le ton impérieux, un appel lointain d'obéissance absolue. Puis le front vibra comme un immense organe de chair et d'acier. Les couches d'espace craquèrent. Pendant une seconde, j'aperçus l'immensité qui s'étendait derrière notre guerre, un entrelac de filaments coalescents, eux-mêmes reliés à des nœuds où des galaxies entières pulsaient comme des neurones. J'étais suspendu à la membrane de l'esprit cosmique, déclencheur en main, axe de toute latitude. Ma bouche se desserra et un mot franchit mes lèvres, sans que je sache s'il émanait de moi ou d'une version possible de moi. Assez. Mes doigts quittèrent brutalement le contact du déclencheur. Le champ axionique se replia, un vortex tourbillonna dans le vide, aspirant ses propres ombres avant de s'éteindre comme un souffle retenu trop longtemps.